Bonjour à tous, c'est le retour des 10 comics, non pas mensuels ce coup-ci, mais des années quelque chose. C'est-à-dire que tout simplement on va revenir sur une décennie en particulier et parler de 10 titres que j'aime bien de cette décennie, 10 titres dont j'ai envie de vous parler. Et oui, on aurait pu croire qu'en effet 10 comics c'était peut-être un peu mangé par la formule mensuelle qui revient sur ce qui sort tout simplement en VF ce mois-ci, mais non, je n'oublie pas la raison d'être de base de l'émission, c'est juste qu'en fait, je préfère prendre plus de temps pour pouvoir faire cette émission. Voilà. Donc, on est reparti pour voir 10 comics que je trouve particulièrement cool et bons, tout simplement, et bien ce coup-ci, de la décennie 2010. Et oui, la décennie 2010, c'est pour l'instant la seule décennie des comics que j'ai vraiment vécu en live. Parce que oui, j'ai commencé à lire des comics au milieu, même un peu fin des années 2000. Donc forcément, c'est la décennie 2010 que j'ai vraiment connue dans son ensemble. Donc j'ai vraiment, on va dire, la big picture vue de l'intérieur. Voilà. Et je comprends assez peu vraiment les gens qui disent que les comics c'est nul maintenant. Vraiment. Parce que je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses en fait. Il y a des choses extrêmement diverses et diversifiées. On a vraiment de tout en fait. Je pense que par contre ce qu'il peut avoir c'est encore un manque de recul pour savoir quelles sont les bonnes œuvres. Et c'est le cas malheureusement pour toute décennie en fait. C'est le cas à chaque fois. On aura toujours un manque de recul, on ne sait pas encore ce qui va être bon ou mauvais. On va pas encore pouvoir vraiment séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà, c'est pas pour rien si on a carrément des expressions pour expliquer cela. Voilà, c'est aussi pour ça que jusqu'à encore récemment, j'évitais de faire des impressions à chaud. Maintenant, je ne me permets que première impression. Et voilà, la chaîne commence à se restructurer du coup un peu plus vers aussi des débats un peu plus... vous ne le voyez pas encore, mais ça commence à aller un peu plus sur de la réflexion et tout ça. Et j'espère que d'ici peu, il y aura un comic story sur cette chaîne pour vous montrer justement cette direction que j'ai envie de retrouver. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas garder les premières impressions, mais au contraire, qu'on va justement continuer à faire ces formats un peu simples pour continuer à faire vivre la chaîne, le temps que l'on puisse faire en fait les vidéos plus travaillées. C'est aussi le cas là pour ces 10 comics des années 2010 que j'ai envie de mettre en avant. Je répète aussi que en fait, les années 2010, on en a déjà parlé en fait. J'ai fait tout un top en fait des comics de la décennie. Voilà, je vais y faire référence quelques fois en fait au long de cette vidéo. Donc du coup, c'était bien de le rappeler. Voilà. Et aussi pour vous dire que si jamais vous voulez voir d'autres bons titres de la décennie, il y a ce top qui existe et qui en plus, je trouve, représente toujours encore les meilleurs titres de la décennie selon moi. Donc bref, ne tergiversons pas plus et allons voir 10 bons titres des années 2010. En décembre 2010 est sorti le premier numéro d'un run de 37 numéros que j'adore. Uncanny X-Force, scénarisé par Rick Remender, et secondé par des dessinateurs comme Jérôme Opena, Greg Tocchini ou encore Phil Noto. Bref, c'est du bon surtout pour illustrer un titre d'action à tendance dark. Oui, parce que X-Force, en général, c'est pas ma tasse de thé. Sauf quand Peter Milligan les transforme en X-Statix à la rigueur. Depuis les années 90, ce type est synonyme de mutant aux tendances bourrines, option tacle à la jugulaire, je t'attaque en premier parce que c'est comme ça. Et en général, ça, c'est pas mon truc. Et en plus, les auteurs se perdent très vite parce que du coup, il y a trop de gueule à péter et on se perd dans l'intrigue. Sauf que là, non. Car il y a une intrigue au long cours sur le fait que le vilain Apocalypse ait été réincarné en un enfant et que se pose la question suivante: est-ce qu'on doit tuer un enfant car il a le potentiel de devenir, dans le futur, un immense fils de flûte génocidaire? Là, la question sur finalement une bonne partie de la série, commencée dans le premier arc et conclue dans le dernier, et dont les autres arcs viennent des personnages eux-mêmes et de leur passé, que ce soit d'autres robots Deathlock venus du futur, l'étrange complexe d'où vient Phantomex, ou encore la personnalité d'Archangel, sorte de pendant sombre du personnage Angel. Car oui, les personnages sont aussi une des forces de ce titre.
Obligés de rester dans l'ombre, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et se créer donc des liens assez forts entre eux. L'écriture fait que l'interprétation de certains de ces personnages dans cette série font partie des versions que je leur préfère, comme par exemple Deadpool et sa quête pour prouver que la rédemption existe et que même des tueurs comme eux peuvent faire le bien. En vrai, j'adore cette série et n'hésitez absolument pas à la lire si ce que je vous ai énoncé vous a titillé le synapse, car vous ne le regretterez pas. La série est disponible sous plusieurs formats en VF, que ce soit chez l'éditeur Panini ou encore dans les collections Hachette. Scooby Apocalypse, c'est une série dont j'ai très mal réagi à l'annonce. Non, très mal. Hein. Il y a des archives sur cette chaîne. Hein. Bon, pour ma défense, j'ai de plutôt mauvais souvenirs de quand on mélange Scooby-Doo avec du vrai surnaturel, hein, ça m'évoque plutôt les films Scooby-Doo qui salissent beaucoup la seule série qui t'expliquait clairement que les seuls monstres dans la vie, c'était les humains eux-mêmes. Ah, et aussi que la com était faite autour de Jim Lee sur le premier numéro, et ça, ouais, je sais ce que ça veut dire. Tiens, regardons ce rôle exact. Couverture et autres. Ouais, comme d'hab, quoi. Son nom, il est là juste pour vendre, et à ma connaissance, il a pas trop branlé grand-chose. Bon, voilà, j'ai fini de dire des trucs négatifs parce qu'en fait, la série, elle est trop bien. C'est pas Jim Lee qu'il faut mettre en avant, c'est dire que la série est scénarisée par Kes Giffen et Jean-Marc de Mattéis, qu'elle est dessinée par des artistes talentueux comme Howard Porter, Pat Olive, Tom Mandrake, Dale Eaglesham et Ron Wagner, bon sang, et que son scénario est vraiment sympa. En gros, les personnages du show ne se connaissent pas au début de la série. Pour résumer grossièrement, Fred et Daphné sont des reporters à la recherche du succès, et vont donc interviewer le docteur Vera Dinkley, qui est une des chefs d'un laboratoire privé, nommé Le Complexe. En chemin, ils rencontrent Sammy, qui s'occupe en fait de garder les résultats d'une expérience précédente, le programme Chien Intelligent avec son poteau Scooby-Doo. Et c'est là que Vera nous explique que le projet du laboratoire actuel est de lancer l'opération Elysium, à base de nanites dans l'air pour transformer l'humanité et enlever certains de nos bas instincts, comme la violence ou l'avarice, de nos comportements. Mais finalement, ceux qui dirigent le laboratoire, les 4, ont changé le code des nanites afin au contraire d'exalter ces bas comportements, ces bas instincts, et de mieux pouvoir contrôler l'humanité. Oh, et pas de bol aussi, pendant que Vera révèle le poteau rose aux autres, parce qu'elle est contre, l'alarme sonne signifiant que les nanites sont lancés et que eux seuls ne sont pas touchés car ils sont à l'intérieur du labo sécurisé, mais dehors, dehors c'est grosse bulle. Hein. J'aime beaucoup cette série en vrai. Les personnages sont plutôt bien respectés, le scénario respecte lui aussi notre intelligence et ne nous prend pas pour des débiles, et on a de vraies conséquences qui arrivent dans la série et des évolutions de personnages vraiment bonnes et assez courageuses. Certains personnages seront transformés au cours de l'aventure, on a des affaires de famille et des complications venues du passé des persos, on a des couples qui se forment et même une naissance à un moment. En plus, les côtés un peu non réalistes du show, hein, comme par exemple les chiens qui parlent, sont ici en fait justifiés, soit par le programme Chien Intelligent, hein, pour les chiens, soit par les nanites, qui bien sûr n'ont pas touché que des humains, et permettent de réinterpréter d'autres personnages Hanna-Barbera dans cet univers. Alors cette série, c'est 36 numéros, sortis entre 2016 et 2019, remplis de bons dramas, et c'est vraiment bien meilleur que tout ce que j'aurais pu craindre ou espérer. Dans mon top de la décennie, j'ai mis en avant les Pires à Feu car la série est extraordinaire, mais la deuxième meilleure série de cette réinvention Hanna-Barbera est ici, et elle est excellente. Et ça n'a jamais été traduit en français, ce que je veux bien comprendre pour les Pires à Feu, hein, qui est pas si connu que ça par chez nous, mais Scooby-Doo, quand même, les Français maîtrisent bien, et ça vaudrait le coup de se voir traduire, je pense. Vous aimez la fantasy et les jeux de rôle ? Bah si oui, sachez que moi aussi en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la série dont on va parler, Rat Queens. Créée par le scénariste Curtis Wiebe, comme un hommage à ses années Donjons et Dragons, je cite, hein, c'est une série humoristique d'aventure centrée sur un groupe d'aventurières nommé les Rat Queens, qui est assez diverse puisque ça passe de l'elfe au pouvoir nécrotique à la naine guerrière rousse en passant par la tiefling voleuse accro aux drogues et aux bonbons. Ouais, il y a de fortes personnalités dans le groupe. Parfois les héroïnes arrivent, parfois partent, comme dans toute bonne partie de JDR en fait. Mais surtout tout le monde réussit à s'amuser et à foutre le bordel comme dans une vraie partie sur table en fait.
Les persos sont assez géniaux et l'ambiance réussit à mélanger un peu de mystère, une généreuse dose d'action et une grosse dose d'humour. On sent un vrai sentiment de loyauté et de camaraderie dans cette équipe, avec aussi des réflexions sur le sexisme, le genre. Ça passe de l'action un peu sanglante au moment épique, tous les clichés qu'on peut avoir, avec notamment les monstres à tentacules cthulhiennes. Il y a une humanité, une vulnérabilité chez tous ces personnages, et je pense que chacun ou chacune a sa préférée. Moi, par exemple, franchement, ma préférée, c'est la naine Vi, diminutif de Violette Blackforge, à qui son père a refusé de devenir une guerrière parce que c'était une femme, et qui essayait de couper les ponts avec les traditions naines, allant même jusqu'à se raser la barbe. Barbe qui réapparaît à certains moments, selon en fait son évolution psychologique. Mais je suis sûr que vous aurez vous-même votre propre perso préféré. Commencé en 2013, malheureusement il y a de gros couacs en interne qui fait que la série est un peu en bisbille. Le premier dessinateur, Rock Upchurch, s'est avéré battre et abuser sa femme et délaisser ses enfants, en prenant apparemment la grosse tête à cause du petit succès du comics. Ce dernier fut donc dégagé manu militari, Stjepan Sejic l'a remplacé le temps de finir un arc, puis ce fut Tess Fowler qui a repris. Bon, apparemment ça s'est encore mal passé. Tess Fowler a appris devant le fait accompli qu'elle était virée, et apparemment Curtis Wiebe buvait beaucoup à ce moment-là. Bref, heureusement, une toute nouvelle équipe totale s'est créée, et le lettreur Ryan Ferrier devient le scénariste, et ce avec un certain brio. Les 21 numéros qui ont suivi, repris en 2019 et achevés en 2021, ont eux pour dessinateurs Owen Jenny, puis Priscilla Petretes, et la série semble avoir atteint une certaine conclusion actuellement, même si le scénariste originel, Curtis Wiebe, parle toujours de faire une toute dernière histoire pour finir de boucler certains détails. Même si franchement, il n'y en a pas vraiment besoin. La série a connu des heurts suite à tout ça en interne et a su s'en relever, mais c'est sans doute à cause de cela, et peut-être aussi à cause de ventes pas ouf, que nous n'avons eu que les 10 premiers numéros traduits en français chez Urban Comics, en 2 tomes que je recommande quand même car c'est vraiment une bonne série, tant pour ceux qui aiment s'amuser avec la fantasy que pour les amateurs de JDR, qui retrouveront l'énergie d'une partie sur table avec un certain brio. Avec les années 2000, et donc encore plus dans les années 2010, on a commencé à voir des comics arriver d'une nouvelle source. Le web. Et oui, les webcomics existent, et même quand ils sont très bien, on les sort en papier, et c'est trop cool. Pour vous en douter, c'est le cas de celui dont on parle, Arc a Vagrant, que l'on pourrait traduire en gros par Arc, un vagabond. Il s'agit d'un webcomics écrit et dessiné par la même personne, Kate Beaton. Le webcomics a duré de 2007 à 2018 et pourrait éventuellement reprendre, mais c'est pas encore tout à fait le cas, l'autrice étant très occupée. Il y a eu plusieurs compilations en fait de ce webcomics en noir et blanc comme Never Learn Anything from History en 2009 et Step Aside Pops en 2015, mais j'ai préféré parler de la version de 2011 qui en plus a le vrai nom du webcomics, ce qui ne gâte rien. On est généralement sur du gag en une seule page, parfois c'est un peu plus mais c'est rare. Les thèmes traités sont généralement des thèmes sur l'histoire ou la littérature, souvent anglaise. Par exemple, pour l'histoire, Robert Perry qui ne pose pas le premier pied au pôle Nord parce que techniquement c'est la personne qui le conduit en traîneau qui marche. Ou encore pour la littérature, le Watson normal qui se fait remplacer petit à petit par le Watson rondouillard et bébête de beaucoup d'adaptations. Le dessin en noir et blanc donne un style rétro qui marche super bien dans ce contexte extrêmement référencé et donne un peps de malade, j'avoue, aux expressions des persos, c'est succulent. Pour celui ou celle qui est sensible à ce type d'humour et de référence, c'est excellent, même si je conçois que ce soit pas le cas de tout le monde. Au pire, il vous restera la blague du spam par pigeon voyageur, par exemple. Très bonne chose aussi que de retrouver certaines des notes du blog sous les strips, qui des fois sont aussi drôles que le gag en lui-même. Bref, c'est à lire, je trouve, et heureusement, on a une traduction française effectuée en 2013 par la maison d'édition Kombourakis sous le nom de Diantre un manant, avec tous les points forts de l'original et une traduction qui marche plutôt très bien. Chapeau. Dans les années 2000, une super série est sortie chez Marvel, Runaways ou Les Fugitifs. Cette série s'est terminée un peu en tragédie, et ses personnages s'étaient retrouvés disséminés un peu partout dans l'univers Marvel. Mais cette nouvelle itération, débutée fin 2017 et terminée fin 2021, a réussi à recapturer la magie de la série originelle, qui est elle-même un petit chef-d'œuvre des années 2000. L'autrice, Rainbow Rowell, a réussi avec brio sur 38 numéros,
à réunir cette équipe de personnages qui agissent comme une famille très dysfonctionnelle, mais qui sont quand même attachés l'un aux autres, certains le montrant et d'autres non, hein. C'est là toute la beauté. On parle ici de personnes avec des liens psychiques avec un vélociraptor, de celle qui a une baguette magique qui ne peut jamais faire 2 fois le même sort, de celui qui peut voyager dans le temps, de celle qui peut devenir pure énergie. Bref, croyez-moi, les personnages sont excellents dans ces titres. Rainbow Rowell réussit à mon sens une excellente suite à l'œuvre de Brian K. Vaughan, réussissant d'entrée de jeu à avoir la voix juste pour les personnages, et en même temps avec sa propre patte, c'est assez ahurissant. Niveau dessin, Chris Anka est extraordinaire à un point que je suis vraiment triste quand elle laisse la main à d'autres dessinateurs pourtant tout aussi bons, comme David Lafuente ou Andres Giannoli. La série commence par reconstruire les liens entre les personnages, puis à les faire évoluer psychologiquement. Car nos adolescents du début des années 2000 commencent à devenir des adultes et on finit de les voir mûrir, et c'est formidablement bien fait. La série est géniale, il y a certes quelques arcs un peu moins bons, mais sur 38 numéros cela semble logique. Je recommande à fond cette série, ainsi que la série Runaway précédente, mais ça, vous le verrez certainement dans une autre émission d'e-comics. Et concernant cette série-là, la conclusion nous tease une suite, encore, que j'attends avec une impatience profonde et certaine. Nico Minoru, for the win! Et pourtant, malgré toutes ces qualités, il n'y a pas eu de traduction française pour ces 38 numéros. Ça en fait quand même. Ah, Turf. C'est une série vraiment pas connue que Turf, mais que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai une histoire rigolote avec Turf et de comment je l'ai connue, mais je la raconterai en fin d'épisode. Bref, pour vous résumer, Turf, imaginez la prohibition, les histoires de contrebande d'alcool, Al Capone, les speakeasy, tout ça. Bon, vous avez l'image bien en tête. Bon, on va rajouter une famille de vampires qui essayent de s'installer dans la cité et qui se heurtent à la pègre. Bon, c'est déjà un petit mélange des genres. Mais en plus, il y a un vaisseau extraterrestre qui se crache à la fin du numéro 1, et bref, on va vraiment s'amuser avec tous les clichés de la fiction de cette époque des années 20-30. Et c'est vraiment cool en fait. C'est une histoire assez courte, 5 numéros à peine, qui s'amuse avec les clichés, les reprend, mais aussi on fait quelques petites variantes. Certes, il y a un couple humain-vampire, voilà, mais on y parle aussi dépression vampirique, bref, plein de choses hyper sympas. Le scénariste le résume d'ailleurs comme, je cite, un film popcorn intelligent avec plein d'action et d'idées mais un cœur émotionnel. Et le truc c'est que je suis assez d'accord avec sa présentation. Le scénariste d'ailleurs, parlons-en, s'appelle Jonathan Ross et est plus connu en tant qu'animateur de talk show, mais il sort de temps en temps des scénarios de comics assez sympas, dont Turf est sa première œuvre. Le tout est dessiné par Tommy Lee Edwards, un dessinateur malheureusement assez rare, mais que vous avez peut-être pu voir sur Mother Panic ou 1985 par exemple. Et là vous vous dites que comme c'est pas trop connu, c'est sans doute comme d'autres titres, c'est pas sorti en français. Eh bien c'est faux, c'est sorti aux éditions Emmanuel Proust ou EP actuellement, et franchement je vous le recommande. Il y a un vrai travail d'ambiance de fait tant par le dessin que par la narration écrite, qui plonge réellement dans l'ambiance de l'époque, et qui marche réellement. C'est un petit ovni à découvrir, et je dis pas ovni juste parce qu'il y a des extraterrestres. Bon ok, la blague était pas ouf. Passe à la suite. Attends, Dial H for Hero ? Et t'as déjà mis cette série dans le top de la décennie 2010, non ? C'est vrai que si vous l'avez déjà vu, et il y a des chances, c'est de loin la vidéo la plus vue de ma chaîne, vous pourriez vous dire ça, et en même temps vous dire que niveau dessin, c'est vrai que ça se ressemble pas trop. Car c'est pas la même série, et qu'étonnamment, de tous les concepts géniaux sous-exploités que possède DC, deux équipes artistiques différentes fassent du Dial H à seulement quelques années d'intervalle, et pour le moins étonnante. Mais supra bien. Le concept, c'est toujours celui du cadran H, un vieux cadran de téléphone qui tourne, qui, si l'on compose l'initiale H-E-R-O pour héros, te fait te métamorphoser en un truc différent à chaque fois qu'on l'utilise. Un concept merveilleux capable des inventions les plus folles et dont j'ai adoré toutes les incarnations au fil du temps. Et celle-ci est la dernière en date. Cette série de 12 numéros a commencé en toute fin 2019 et a 8 numéros dans la décennie qui nous intéresse, donc oui, je l'inclus, c'est la règle pour les titres qui se chevauchent. On y suit Miguel, un jeune qui fugue de chez lui en compagnie de Summer Pickens dans la Maillot Mobile. Miguel a trouvé le Dial H et comme il possède une assez grande admiration pour Superman,
il va tenter de l'utiliser pour faire le bien, ou en tout cas pour éviter que les autres ne fassent le mal. Parce que, tous les utilisateurs précédents sont mis au courant qu'un nouveau possesseur a trouvé le Dial H, et donc en gros, il y a beaucoup de gens qui feraient un peu tout pour pouvoir le retrouver. Et rapidement, nous verrons qu'il existe d'autres cadrans, et qu'une fois rassemblés, l'on pourrait utiliser le multivers formé par Grant Morrison, qui a une forme circulaire, comme un de ses cadrans lui-même. Bref, vous l'aurez compris, l'œuvre se permet de faire des commentaires sur l'éditeur DC, son histoire et ses choix sur toute la vie de l'éditeur. Mais encore plus, il se permet d'être un méta-commentaire sur l'ensemble de la bande dessinée mondiale. Les transformations permettant de devenir certes une caricature de héros grim and gritty des années 90, mais aussi du Moebius, du Dragon Ball, du Magical Girl, du Popeye, du Albator. C'est excellent et c'est très bien fait, comme par exemple le combat final dans le dernier numéro, qui fait que chaque transformation remonte l'histoire de la bande dessinée elle-même, du début des années 1900 à maintenant, montrant à travers chaque transformation les inadéquations de l'incarnation précédente et de pourquoi il fallait aussi que la BD évolue à l'époque. Bref, c'est génialement bon, avec un scénario qui cache en son sein tout un discours sur l'évolution de la BD elle-même et pas qu'américaine. Même si beaucoup, c'est vrai. Sam Humphries livre un bon scénar, compréhensible par tout un chacun et rempli de finesse pour celui qui est habitué, et le tout est complimenté par les dessins de Joe Quinones, qui nous délivre ici des talents de caméléon dans son style de dessin assez bluffant. Heureusement pour lui, il reçoit aussi de l'aide occasionnellement d'autres dessinateurs comme Colin Doran, Michaela von Oeming ou encore Erika Andersol. Mais ces aides sont seulement très ponctuelles, c'est quand il y a une foule de personnages tous très différents. Le reste du temps, ce n'est que Quinones qui dessine, et c'est un travail de titan, qui littéralement m'a donné une nouvelle impression de l'artiste et l'a remonté bien haut dans mon panthéon des dessinateurs actuels. Je veux dire, quand il reprend une œuvre, parfois il reprend carrément la case, comme par exemple la première rencontre entre Sangoku et Bulma. Et c'est génial. Et c'est malheureusement le moment de la mauvaise nouvelle, c'est que ça n'a pas été traduit en français. Ça faisait partie d'un mini-mouvement appelé les Wonder Comics, dont on a eu pas mal de titres en français, comme les Wonder Twins, Naomi, ou encore la seule série Young Justice publiée par Urban. Mais malheureusement, la meilleure série du lot a été oubliée niveau traduction, et c'est on ne peut plus dommage. Parce que figurez-vous qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et que si aujourd'hui je refaisais le top de la décennie, et en fait c'est cette série Dial H là que je mettrais en avant par rapport à l'autre. C'est une série bonne à ce point, et si vous comprenez l'anglais, procurez-vous-la, série, comme vous voulez, c'est pas mon problème, mais lisez-la. Sincèrement. Je veux dire, c'est un point où j'ai pas envie de m'arrêter de parler, hein. Mais il faut bien. Il y a d'autres bons titres à mettre en avant. Ah, Ultimate. Aucun lien avec l'univers Ultimate, sauf vite fait un petit caméo à la fin. C'est juste que pour garder les copyrights sur les noms, en fait, Marvel, ou tout autre éditeur, se doit de sortir des titres de son nom de temps en temps. Mais bon sang que j'adore cette série. Le principe, c'est de créer, des dires même du scénariste Al Ewing, je cite, l'équipe ultime pour résoudre les problèmes ultimes. Comprenez par là une équipe proactive qui va aller chercher les problèmes et les résoudre avant que ça parte en sbeul. En général, c'est là que j'arrête de lire, parce que les équipes proactives, j'en ai lu. Généralement, ça part en n'importe quoi, et qu'en plus, ça veut rien dire d'attaquer les gens avant qu'ils aient fait les crimes. C'est un crime lui-même et une agression, bref. Mais là, c'est Al Ewing, et Al Ewing, c'est un bon. Il parle plutôt d'être proactif sur des problèmes pratiquement d'ordre naturel. Genre, Galactus, il est obligé de manger des planètes parce qu'il a pas pu finir son évolution ? Finissons son évolution. On va essayer de soigner l'ennemi de Blue Marvel, Anti-Man. On fait en sorte que la visite du scientifique Infininote se passe bien. Tous les arcs sont des petites pépites de concept, allant jusqu'à sa conclusion finale de dingue, qui marque la cosmogonie Marvel elle-même. Malheureusement, oui, on doit noter quelques petites bidouilles éditoriales lors des events, comme Civil War 2 par exemple, mais l'équipe s'en sort plutôt bien comparé à la moyenne de l'exercice, et le titre reste de qualité. D'ailleurs, j'adore cette équipe, cette association de personnages que j'aime bien déjà de base, hein. Blue Marvel, Monica Rambeau, Captain Marvel, Black Panther et Miss America. J'adore les dessins de Kenneth Rocafort, hyper stylisés sur la première série. J'adore les dessins de Christian Ward quand il remplace Rocafort entre les arcs sur de plus petits numéros. J'adore les dessins de Travel Foreman, un peu plus réalistes mais toujours colorés dans les 10 suivants.
J'adore l'optimisme de cette série cosmique qui réussit à mêler efficacement moments intimes de personnages et enjeux cosmiques extrêmement importants. J'adore cette série qui réussit même à être un excellent hommage aux Ultimates originaux dans sa conclusion. Bref, j'adore et je recommande à 2000%, comme pratiquement tous les travaux d'Ali Wing en fait. Et c'est bien sûr disponible en français chez Panini Comics. Ah, Batwoman. Réinvention d'un personnage de l'argent, je pense que c'est la meilleure réinvention d'un personnage de ces dernières années. Née pendant le titre 52, elle aura le droit à sa série dans Detective Comics de 2009 à 2010, puis à sa propre série de 2011 à 2015. Et c'est cet ensemble que je veux vous présenter, car c'est un peu comme ça que la série nous est présentée en VF chez Urban, des tomes 0 à 4. Un personnage très intéressant qu'est Batwoman, qui nous est présenté petit à petit, avec ses cicatrices et ses fêlures venant d'un passé pas vraiment idyllique. Un récit construit ainsi avec son lot de flashbacks, qui sont toujours marqués visuellement avec un changement de couleur et de détails. Le dessin de J.H. Williams III est de toute façon excellent et s'adapte toujours au scénario, se permet des exubérances visuelles de toute beauté comme les cases en forme de chauve-souris, des compositions graphiques, enfin bref, c'est très très cool. Le scénario de W. Adam Blackman est tout aussi bien, et a conduit par la suite le duo artistique à continuer à travailler ensemble, comme par exemple sur Echolands, dont nous avons parlé récemment sur la chaîne. Le rythme est un peu lent, car il s'agit d'une série qui vaut par son ensemble, et qui fait de la lecture, certes, pas forcément rapide, car nous sommes ici sur une construction sur le temps long, notamment de relations entre les personnages, que ce soit des relations amoureuses, des relations de confiance pour travailler ensemble, des relations conflictuelles avec sa famille, bref, c'est les relations avec les personnages travaillées sur la durée qui font le sel de cette série. Et c'est bien sûr disponible chez Urban Comics en français. East of West est une drôle de bête. Un mélange de science-fiction, de western et de surnaturel. Alors on voit souvent des mélanges de deux ces éléments, genre science-fiction western ou western surnaturel, mais les trois ensemble beaucoup moins. Et pourtant vers la fin de la guerre de sécession, une météorite est tombée, et ça a changé le cours du monde. Désormais il n'y a pas les États-Unis, mais 7 nations à la place. Et aussi on a écrit un nouveau livre de l'Apocalypse. Vous savez les 4 cavaliers et tout ça. Ça tombe bien, parce que la série se déroule dans le futur de 2064, et il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui se réincarnent dans des enfants. Enfin, presque. Il y a bien guerre, famine et pestilence, mais mort, il est pas là. Ah, et à côté de ça, dans un bar, il y a un type tout pâle et assez âgé qui se appelait Mort, et qui vient chercher la liste des commanditaires d'un assassinat de façon un peu musclée. Bref, je vais pas plus loin dans le résumé, la mise en place, Une assez bonne partie du fun, c'est dans la découverte de ce monde, de comment celui-ci existe, et du mystère qui nous est présenté. Par contre, parlons des thèmes. En plus de celui de la division, mise en place par les séparations des 4 cavaliers et des États normalement unis, nous aurons également le thème de la prédestination mise en place, et toutes ces questions de destin à prendre en main, de suivre ou pas les prophéties, tout ça, vous connaissez les chansons normalement. Enfin, vous connaissez les chansons certes, mais le chef d'orchestre c'est Jonathan Hickman, et autant vous dire qu'il aime bien justement créer des intrigues gigognes, où chaque couche a une autre couche supplémentaire, et où les concepts très bien trouvés s'enchaînent très très bien, et généralement assez rapidement en plus. On a énormément de bons rebondissements que l'on ne voit que très rarement arriver. Les scènes sont assez marquantes émotionnellement, bref, c'est du grand Hickman. Et il est pas tout seul, il est accompagné par Nick Dragotta au dessin, qui a lui aussi beaucoup à faire, mine de rien. Il arrive à donner des ambiances visuelles pas simples, mélange de futurisme un peu science-fiction, et de grands espaces sauvages et naturels à la western. D'ailleurs, on a beaucoup de codes aussi très western, justement, comme les duels en face à face, les grands espaces, mais toujours bien adaptés au contexte. On pourrait trouver au premier abord que Nick Dragotta ne se foule pas niveau conception graphique, mais je trouve au contraire qu'il réussit quelque chose de rare, et qu'il arrive à rendre ses idées graphiques totalement naturelles, et du coup assez imperceptibles au premier coup d'œil. Par exemple, là, on a une page de 18 cases, qui montre du coup l'avancée implacable du personnage de Death, parce qu'on ne peut pas stopper l'arrivée de toutes ces cases, il y en a trop. On a des arrière-plans qui annoncent le massacre futur, par exemple, donc du coup, le fond est rouge juste avant un règlement de compte. Vraiment, c'est très bien. Bon, faut dire aussi que le duo Dragotta-Hickman avait déjà travaillé ensemble sur le titre des 4 Fantastiques,
et que dans cette série, eh bien, le duo savait déjà parfaitement dans quoi il s'engageait, connaissait les forces et les faiblesses de chacun et comment marchait leur collaboration. En résulte une excellente série combinant le meilleur de la SF et du western avec bien sûr une bonne dose de surnaturel macabre. La série est dispo en français soit en 10 volumes ou encore en 3 intégrales, le tout chez Urban Comics. Et voilà, et voilà, et voilà. C'était la fin des 10 comics des années 2010, en tout cas du premier tour, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, en fait, cette émission va faire des boucles. Le principe, c'est qu'à la fin de chaque émission, vous pouvez voter pour celle que vous voulez la prochaine fois. Voilà, bon. Le truc, c'est que là, il reste plus que 2 choix. Vous avez le choix entre, tout simplement, on va grossièrement appeler ça l'âge d'or, c'est-à-dire en gros des années 30 à 50, parce que tout simplement, c'est le moment où j'ai le moins de lecture, donc forcément, je préfère tout rassembler en une seule époque. C'est pas très exact historiquement, mais voilà, ça me permettra de vous donner des conseils beaucoup plus avisés. Voilà. Comme ça. Ou alors la décennie 60, c'est-à-dire l'arrivée de Marvel, DC qui reprend du poil de la bête par rapport à des années 50, il est vrai, un poil morose. En termes de qualité parfois. Voilà. Donc voilà, je vous laisse tout simplement choisir. Et voilà, et puis la prochaine fois, je vous donnerai aussi une petite surprise, parce que oui, la prochaine fois, vous ne pourrez pas voter, il n'y aura plus qu'un seul choix, avant qu'on recommence à faire une boucle, et en gros à redire « Ah tiens, on va refaire 10 autres comics des années 90, par exemple. » Mais voilà, on va faire une petite surprise la prochaine fois, et vous pourrez quand même voter. Donc voilà. En attendant, n'hésitez pas à me dire quel sera le sujet sur lequel je devrais plancher pour la prochaine fois, tout en sachant que bien sûr j'ai déjà des tonnes d'idées. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des vignettes, hein. Voilà, certaines de ces vignettes représentent des idées assez claires dans ma tête. Moi là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite tout simplement d'aller bien, d'être heureux, voilà, ou au moins le plus possible qu'il soit sur cette terre souvent triste. Voilà, je vous souhaite surtout d'aller bien, je vous dis à une prochaine fois. Voilà, de temps en temps avec des vidéos moins travaillées, certes, mais qui font quand même un petit peu plaisir, et parfois avec des vidéos très travaillées, qui là j'espère vous rendront content, vraiment content, parce que c'est ces vidéos-là qui me rendent aussi un peu fier. Voilà. Bref, voilà, c'est fini, et je vous dis à la prochaine fois. Ah, et pour Turf, l'histoire rigolote, c'est qu'en fait, je l'ai eu en allant au Salon du Livre, 2012 ou 2013, je crois, et en fait, on me l'a vendu moins cher, en fait, en me disant expressément « Fais de la pub autour de toi ». Mieux vaut tard que jamais.